Bah moi c'est à Bali. Avec Étienne et Nico quand j'ai perdu ma tongue dans le... Dans la rizière. dans la rizière. C'était bain de boue gratuit. C'était bain de boue gratuit, ça sentait, ça puait la mort. Et pendant que Nico avait un truc sur les épaules pour faire une super photo souvenir, donc ça devait peser un peu lourd là son truc, il avait un espèce de... Il faisait le porteur d'eau, et le petit monsieur qui devait lui prendre la photo. C'est toi qui prenais la photo et t'es tombée. Oui, c'est moi qui prenais la photo, et en me plaçant, pour être bien placée, Elle est passée dans la rivière. je tombais dans la rivière, et du coup, j'étais en tongue. Ma tongue est restée coincée. Enfin, elle est restée dans la boue quand j'ai sorti mon pied. J'ai dû mettre la main pour récupérer ma tongue et ça. Et on a eu un grand fou rire, je pense que ça nous a tenu bien toute la journée. Moi, il y a eu au Japon, quand on est arrivé devant la miniature des 188 temples. C'est 108, non? 108, 180. Ah ouais, les 108 ans. On allait, en fait, on allait faire le pèlerinage miniature de, je ne sais plus le nom, faudrait que je Shibano, Shikon. Ah oui, comme dans l'île, il y a l'île, il y a une espèce de presqu'île dans le sud du Japon, il y a un grand pèlerinage avec 108 temples. Et comme on voulait pas faire le grand grand pèlerinage, on s'est dit qu'on allait faire la version on a miniature. trouvé un pèlerinage miniature. Et en fait, c'était pas ça. Ah, si, c'était ça, il y avait les 108. Les 108 temples, ils étaient même pas à 1 mètre d'écart. C'était pas des temples. C'était pas des temples. Des mini-stèles avec des statues moches dedans. Du coup, c'était un peu... c'était drôle et en même temps, ben, c'était pas tout à fait ce qu'on avait prévu. Et... Non, c'était assez déconcertant. Boire de l'eau jaune d'une rivière moche. C'était quoi? C'était quand on a essayé de faire à manger en rentrant du Machu Picchu. On n'avait pas assez d'eau. C'était la première fois que je faisais une marche sur plusieurs jours. Bah, sur 2 jours, mais du coup avec une nuit. On n'avait pas prévu assez d'eau, pas prévu assez de bouffe. Et le premier soir, quand on a campé, on n'avait pas assez d'eau. Donc du coup, je suis allée récupérer de l'eau de la rivière. Et l'eau de la rivière, elle était jaune. Mais bon, on va aller mieux. Enfin, on va aller mieux. J'en sais rien. En tout cas, on a décidé qu'il valait mieux boire l'eau. On l'a bouillie. Hein. On l'a bouillie, oui. Avec tout ce qu'il y avait dedans. Mais du coup, en parlant de ça, pour moi, il y a aussi quelque chose de nouveau cette fois-là, c'était faire du feu sous la pluie. Parce qu'en fait, on a dû faire du feu alors qu'il pleuvait. Ouais. Et moi, j'ai plus des souvenirs de faire du feu quand il fait beau, quand on est, tu sais, genre sur la plage ou en montagne, mais qui fait beau. Et bah, ce jour-là, le feu, il était nécessaire parce qu'on crevait de froid et on a eu besoin de faire du feu pour mettre la tente. Et faire du feu sous la pluie, c'était une vraie première expérience. Ouais. C'était bien. On a réussi. Il a tenu toute la nuit. Ouais, il a super bien. Rituel de régénération dans la Grande Pyramide en Égypte. C'est pas unique dans le sens où je suis pas la seule personne à y avoir participé. C'est rare. Mais c'est quand même super rare. Donc c'est avec l'alchimiste Patrick Berensainas et il y va qu'une fois dans l'année. Et en fait, la Grande Pyramide, elle est privatisée. On est rentré dans la Grande Pyramide, il faisait nuit. Enfin, Patrick a mené le rituel de régénération à l'intérieur de la Grande Pyramide, qui est un moment hyper fort et assez extraordinaire, qui est difficile à décrire quand on l'a pas vécu. Et je dirais que ce qui est vraiment unique et dans ce cas-là est hyper rare, c'est que quand on est ressorti de la Grande Pyramide, il y avait un alignement parfait entre le soleil, la pyramide, la lune et Orion au-dessus de la pyramide. Donc je pense que dans les trucs uniques et rares, on était pas mal. La plongée à Rangirois. La plongée, elle était vraiment, franchement, entre la visibilité, l'eau, ce qu'on a vu, la plongée avec le vol de Ré Léopard. Ouais, c'était ouf. Et vraiment, c'était vraiment beau. La plongée dans la passe avec la dérive, où t'es emmené dans le courant et t'as l'impression de voler, c'était juste assez extraordinaire. Ouais. Ce qui a été fou en Bolivie, c'est pendant qu'on faisait le tour du Salar d'Uyuni. Ouais, il y avait une diversité de paysages, tous plus beaux les uns que les autres. T'avais l'impression d'être dans les grands livres, dans les livres où on te montre les plus beaux paysages du monde, quoi. Ah ouais, c'était le National Geographic. C'est ça, et 3 jours. Pendant 3 jours, par tout ce qu'on regardait, c'est comme si on était dans une des magnifiques photos d'un de ces bouquins des paysages à voir dans ta vie, quoi. Grave, c'était vraiment beau. En Polynésie, avec les bleus, avec les lagons, avec les verts de la jungle. C'est incroyable, surtout quand on arrive sur le micro-avion, là, et que tu arrives, tu survoles et que tu vas atterrir à Bora Bora.
T'atterris pas sur l'île, t'atterris sur le bout de caillou qui est de l'autre côté du lagon et qu'après tu prends le ferry pour traverser le lagon. Enfin, moi je trouvais ça quand même génial. En plus ça c'était une première quand ta navette. Tu sais d'habitude on a un shuttle d'aéroport où c'est un pauvre bus. Un bus pour aller traverser. C'est genre quand tu vas à Paris et tu prends le Orlibus, tu vois, et c'est moche. Et là en fait tu prends un ferry. T'arrives à Bora Bora, ouais, t'es sur et tu traverses le lagon bleu turquoise et tout. Enfin, c'était assez extraordinaire. Ouais, le lagon de Bora Bora, c'était. Franchement, avant d'y aller, on s'est dit ouais, on y va ou pas, c'est peut-être surfait. C'est un peu commercial, Bora Bora. et non, juste, à voir. Souffle, ouais, à voir. Le lagon de Bora, il est une expérience magique. Alors après, les premières qui me viennent en tête, c'est celle du Pérou. Et c'est comme si on était guidé en fait. Mais je vais parler de Huachuma du coup. C'est une plante indigène du Pérou. C'est l'esprit masculin en opposition avec l'esprit féminin qui est ayahuasca. Mais je crois que le moment le plus fou, c'est celui quand on a traversé le labyrinthe. Et en fait, on est avec le guide à ce moment-là qui nous dit on rentre dedans, on verra bien. Il fait nuit, on est dans un site, sur un site sacré. On n'est pas censé être en pleine nuit, mais bon. Et on est vraiment dans le ventre de la terre, il fait noir, c'est serré et tout. Et je commence à avoir peur, je te laisse passer devant à un moment donné. Et en fait, on ne sait pas où on va. Il fait complètement noir. À un moment donné, on perd le guide qui était devant nous, en fait. Donc on s'est retrouvés toutes les deux, enfin tu étais devant moi, mais toutes les deux en début de fil. Ouais. Et c'est comme si on était guidés en fait. Et cette sensation de juste suivre le truc et juste de savoir que tu vas ressortir de l'autre côté, même si tu sais pas par où tu passes. Ouais, c'était vraiment une expérience magique en fait, de vivre ça. Ici, sur l'île de Pâques. J'allais aller là aussi. Tu vois, la traversée de la grotte. Celle qu'on a fait où en fait on arrive dans une grotte qui était en creux. Et là il y a un guide qui nous dit mais vous pouvez traverser, vous rentrez là et vous allez ressortir 150 mètres plus loin et tout. Sauf que ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est qu'on n'avait pas de lumière. Genre juste au moment où on se dit qu'est-ce qu'on fait, on y va pas, bon ok on n'y va pas, mais vraiment ça me fait chier. Là il y a un gars que tu avais rencontré dans l'avion qui débarque et il avait une toute petite lampe torche de merde et on voyait pas à 2 mètres avec lui. Et on dit viens, il paraît qu'on peut traverser et tout. Il y avait de la boue par terre, on glissait dans nos tombes, c'était fou. Et quand on est arrivé au bout du tunnel, on est monté, en fait c'était un petit trou dans le plafond, on a pu sortir et c'était un peu genre comme si tu naissais de la terre, c'était fou. Alors on peut dire qu'on a mangé un truc spécial et c'était au Cambodge. C'était une de ces fois où je t'ai traîné dans un petit boui-boui, tu sais le street shop de base, où c'était 4 bouts de tôle tenus avec 6 bouts de ficelle. Et on a mangé une soupe. Et cette soupe-là, je pense qu'elle était faite qu'avec les boyaux du poulet. Mais elle était pas bonne. Non, elle était pas bonne. J'étais sur la question un peu bien. C'était spécial, t'as dit. D'accord. Alors spécialement bon, je peux ajouter du spécialement bon alors. Spécialement bon, j'ai dit tous les endroits où on a mangé. J'ai dit spécial. C'était au Cambodge. Ok. Spécial. Au Cambodge, il y a eu aussi un spécialement bon quand on était au bord de la mer. Et pareil, c'est une toute petite échoppe, il faisait nuit, on voyait pas trop ce qu'il faisait le gars d'ailleurs, et on a mangé des coquillages. Oh ouais. Et ils étaient franchement super bons, mais on savait pas ce que c'était, la couleur avait l'air bizarre. Non, ils étaient noirs, enfin ouais. Ils étaient noirs. Du coup on était contente de manger de nuit, de pas voir ce qu'on mangeait. Et de pas être malade. C'était super bon. On n'a pas été malade. Non. La seule fois on a été malade en mangeant, on était en France. Ah ouais. Tu es Caroline quand on fait du kayak sur la pêche. J'ai oublié ça. C'était un putain de challenge en fait. Elle s'en rend pas compte. On est encore mariés, c'est un truc de ouf. Si tu veux tester ton couple, descends l'Ardèche. En kayak. Sur le même bateau. Sur le même kayak, sinon c'est pas drôle. Le monsieur qui nous a loué le kayak, il nous a dit rappelez-vous, ce n'est jamais la seule règle à retenir, c'est que ça n'est jamais la faute de l'autre. Et en fait, on a descendu l'Ardèche, donc il n'y avait pas beaucoup d'eau. Ce qui fait qu'on s'est engoncé quand même pas mal de fois dans les passages où il n'y avait pas assez d'eau et tout ça. Puis Caro, elle sait pas lire un cours d'eau. Hein. Cette fois-là, on a frisé la rupture quand même, il faut le dire. On est arrivé en vie, mais c'était dur. Mais en parlant d'eau, moi mon plus grand challenge c'était mon baptême de plongée. Il faut dire que du coup l'eau était avant pour moi une phobie vraiment.
Elle pouvait pas prendre un bain. Ouais. Je pars très loin. Je partais de très loin avec l'eau. Je me dis, je me sens prête à faire un baptême de plongée à Rangiroa. Et c'était vraiment un très gros challenge pour moi. Heureusement, l'équipe, enfin en tout cas le moniteur avec qui j'ai fait ça était génial. Et je me souviens vraiment du moment. Donc je peux encore respirer, hein, puisque j'ai le détendeur dans la bouche. Je me mets sous l'eau et là, mais panique totale d'être sous l'eau et de pouvoir respirer. Alors que c'est trop génial. Normalement, c'est censé être trop bien. Et panique totale, je ressors de l'eau et tout. Et ça m'a demandé, mais vraiment, d'aller chercher vraiment beaucoup de ressources en moi pour aller au-delà de ce baptême de plongée qui a été compliqué pendant l'heure entière, je pense. Mais quand même, à la fin du séjour à Rangiroa, j'ai passé mon brevet de plongée. Donc, mais voilà, c'est un gros challenge. Il y a celle que j'aime bien, c'est les connexions assez improbables. C'est celle genre au Japon. Quand on était dans le bain, je sais plus dans quelle ville, à Kyoto. On était dans un des grands bains, c'était un des bains historiques du Japon, un des plus connus. Non, c'est quand on est arrivé dans le sud. Ouais, là on a été dans la petite, dans l'auberge où il y avait un gars qui parlait anglais. Ouais. Je sais plus le nom de la ville, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais tu vois, ce bain, et il y avait vraiment beaucoup de monde. Et donc nous, on débarque, Caro très blanche et moi très tatouée, qui dénote un petit peu du coup de l'environnement. Et on va dans ce bain et on s'assoit. Et là, il y a une madame. Qui commence à nous parler en japonais. On parle pas japonais. Et je pense qu'on a discuté comme ça pendant une demi-heure, une heure, enfin le temps qu'on est resté dans le bain, avec cette dame qui nous parlait et moi qui lui répondais en français. Donc c'était un dialogue de sourds et c'était juste génial parce que on a parlé comme ça pendant une heure. Ouais. Et c'était juste, c'est les connexions improbables avec les gens. Tu sais pas pourquoi on se parle, mais on se parle. Ça c'était fou. En Argentine, c'est quand on est descendu à El Bolson. Sacocho ou Sacati? C'est ça. Ah ouais, ça y est, j'étais pas aussi. On a été embarqués dans leur flot et ils faisaient forcément un barbecue. Et on a passé une soirée ensemble et je ne me souviens d'aucun prénom d'aucune personne, je me souviens juste de l'ambiance qu'on avait d'être tous ensemble autour du barbecue et en fait c'est vraiment ces moments de connexion intense avec les gens qui sont hyper fugaces parce que du coup c'est pas grave de pas les revoir, c'est pas grave de pas se souvenir comment ils s'appellent, c'est juste émotionnellement c'est un moment qui était super fort parce qu'on était vraiment inclus dans ce groupe-là. C'était quand on était en Thaïlande avec les enfants et quand Eline est tombée dans la piscine. On était en Thaïlande avec les enfants dans un hôtel. Les enfants étaient assis à table et on a été chercher un café. Quand je me retourne pour retourner à table, les enfants sont plus là. Et juste un peu plus loin, je vois un homme trempé, avec la gamine dans les bras qui hurle comme ça et tout le monde est trempé. Et je me souviens donc de cette émotion hyper forte parce que j'ai pas vraiment eu le temps d'avoir peur. Parce qu'en fait la peur, moi je n'ai pas vu tomber Eline dans l'eau donc j'ai pas pu avoir peur. Mais par contre ça s'est mélangé en même temps dans la peur de ce qui aurait pu se passer s'il n'y avait pas eu ce gars là. Donc là il y a eu ça en même temps et en même temps une gratitude mais tellement immense et forte du geste qu'il a eu à ce moment là quoi. Et du coup c'est vraiment une émotion super forte d'avoir déjà que ce gars il a fait là parce que il lui a sauvé la vie quoi donc c'était ouf et de pouvoir te dire qu'il y a des gens que tu connais pas et qui ont eu un impact mais tellement fort dans ta vie alors que tu les connais pas, je sais pas comment ils s'appellent, je sais pas, de nouveau quoi, et il a un impact de ouf quoi. Ah si, c'était quand on était au Chili, c'était la première fois que je montais un volcan. Ah, encore une première fois. C'est la première fois que je faisais l'ascension d'un volcan. Et il y a eu, quand je suis arrivée au sommet, je sais pas comment expliquer cette émotion-là, parce que c'était à la fois du soulagement, parce que la montée elle était dure, il y avait du vent, il faisait froid, dur, et en plus j'avais un pantalon en lin. Dans la neige et la glace, il faut toujours être équipé quand on fait des choses, avec des chaussures qui étaient trop grandes, avec des crampons qui glissaient, enfin bref. Je suis arrivée en haut, c'était juste le soulagement, de l'émerveillement, de l'accomplissement, tu vois, genre je me sentais genre la reine du monde, quoi, genre putain, j'ai monté le volcan, quoi. Et il y en avait d'autres qui ont réussi, mais moi physiquement j'étais trop fière de moi. Et c'était juste dingue parce que quand t'es
au sommet du monde et que tu vois la terre devant toi, tu ressens franchement que tu fais partie de ce monde-là. Et que tu as envie d'y rester. C'est presque on était seuls au Machu Picchu, quoi. C'est un truc de ouf. En fait, on avait fait la montée à midi, donc à peu près l'heure où les groupes commencent à redescendre. Et après, on a compris pourquoi est-ce qu'ils montaient pas à midi, parce qu'il fait très très chaud et on a failli très très mourir de chaud et de soif et de tout. La montée était assez éreintante. On est arrivé, il y avait pas mal de monde encore sur le site. On a pique-niqué sur le site, ce qui est interdit, donc il ne faut pas le faire. On s'est mis dans un coin, on s'est caché, pas trop. Et ensuite il y a eu une averse et là d'un seul coup le site il s'est vidé, on s'est posé à un endroit et là on s'est juste laissé le temps de ressentir le lieu en fait. Il y a quelque chose qui s'est passé, au moins c'était la première fois que je ressentais ça de toute ma vie. Non, c'était un truc de fou en fait. D'un seul coup il y a eu une vibration qui s'est... C'était comme si je ressentais le cœur de la terre et c'était une vibration sourde et lente et en rythme et c'était juste trop magique. Bon, on était presque seuls en plus. Après l'averse il y avait quasiment plus personne sur le site donc c'est presque on était seuls au Machu Picchu, quoi. C'est un truc de ouf. Bah il y a l'île de Pâques, les fameux lieux qu'on voit sur les photos avec les moailles alignées et on s'y retrouvait à chaque fois toute seule. On arrivait sur ces lieux-là, on n'était que nous deux, c'est comme s'il y avait une bulle. Franchement, il y a 300 touristes qui arrivent par jour, quoi. Ouais. Et on s'est retrouvés à plein d'endroits sur cette île dans une bulle. Alors on sait maintenant que créer des bulles c'est quelque chose qui est possible. On l'a vécu autrement d'ailleurs en Égypte aussi. Mais à ce moment-là, on n'avait pas encore trop conscience de ça. Mais se retrouver vraiment dans ces bulles, on était seuls sur ces sites, pareil, où on se dit qu'on va être avec plein de touristes. C'est vraiment un moment impossible.